C'est vrai qu'aujourd'hui, dans le monde de l'audiovisuel et de la vidéo sur les réseaux sociaux, c'est des choses très courtes, très rapides. On parle même très très vite, on met plein d'images. Et moi, ce que j'adore faire dans la vidéo, c'est justement d'avoir des grands plans larges avec de la contemplation, des belles lumières, des belles couleurs et de filmer les étrangers et les inconnus qui vivent leur vie. Raconte, s'écoute, se lit et se regarde. Raconte la rencontre. Bonjour Colline BLF. Bonjour. Alors dis-moi, qu'est-ce qui se cache derrière ces 3 lettres BLF? Derrière ces 3 lettres, c'est mon nom de famille, Balfroy. Et à l'époque des pseudos YouTube, c'était ce que beaucoup de gens faisaient, donc j'ai pris les 3 lettres de mon nom de famille et je les ai combinées. Il y a un petit côté énigmatique. Ouais, c'est ça. Je me suis déjà demandé s'il fallait que je change de pseudo, mais ça va rester Colline BLF pour toujours, je pense. Dis-nous Colline, ici c'est un peu particulier aujourd'hui, c'est le premier épisode bucolique de Raconte. On est au fond du jardin de chez tes parents. Ouais. Tu pourrais nous parler un peu de cet endroit? On est chez ma maman, en pleine campagne belge. Et c'est un endroit que j'adore parce que c'est un peu les retours aux sources. J'habite à Paris, une ville très 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 intense et bruyante. Et donc quand je rentre en Belgique, j'essaie de revenir ici, de voir ma famille. Et donc c'est pour ça que je vous ai invité sous les noisetiers. Je trouvais que c'était un endroit chouette pour faire un interview. Alors pour les personnes qui ne te connaîtraient pas encore, comment tu te définis? Je dirais que je suis vidéaste et monteuse. Je fais ça à la fois pour mes réseaux à moi en tant que créatrice de contenu, sur YouTube et maintenant sur Instagram. Je suis aussi vidéaste pour des clients, donc ça peut être des ONG, des assos. Je fais des vidéos pour eux. Et je suis aussi chanteuse, donc je fais de la musique depuis quelques années maintenant et je parle de ce qui m'anime et je le chante sur scène. Tu fais beaucoup de choses. Ouais. On peut le résumer comme ça. Je fais beaucoup de choses. Quand on me pose la question, c'est toujours le stress. Qui suis-je? Qu'est-ce que je vais expliquer? C'est dur de se Il y a définir? plein de panels différents. C'est difficile de se définir? Ouais, Pourquoi? je trouve ça très difficile. Je sais jamais trop par où je commence. Est-ce que je dis d'abord que je suis chanteuse? Est-ce que je dis que je suis vidéaste? J'ai l'impression que parfois c'est trop de choses en même temps. Mais c'est aussi la personne que je suis. Donc, C'est parce qu'il faut choisir? Non, non, je pense pas qu'il faut choisir. Je pense pas qu'il faut choisir. Donc je suis ces 3 facettes en même temps. C'est marrant que tu parles de ça parce qu'en préparant cette interview, j'ai regardé plusieurs de tes vidéos et tu as une espèce de routine qui est de faire une vidéo anniversaire à chaque fois sur ta chaîne YouTube. Et je suis tombé sur celle où tu avais, je pense, 18 ans. Et tu dis déjà un peu tout ça, mais à l'époque, tu n'avais encore bien sûr rien fait ou presque rien. Et tu étais un peu dans l'hésitation, tu ne savais pas trop. Et c'est marrant de voir ici maintenant, quelques années après, finalement presque tout a été fait. Ouais, c'est vrai. J'ai l'impression que j'avais une vision assez claire de ce qui m'animait et mes rêves. Et donc je pense que si la Colline de 19 ans dans la vidéo justement voyait ce que je fais aujourd'hui, je pense qu'elle serait très contente. Même si ce n'est que le début, évidemment. Mais ouais, j'adore faire ces vidéos. Il faut absolument que je fasse celle de cette année. Ça fait un moment que je ne l'ai pas fait. Mais c'est une manière d'avoir une trace un peu de qui t'es, de ce que t'aimes, ta maison, ton entourage, tes amis, et d'avoir ça en vidéo. Et c'est mes vidéos préférées. Tu fais ça depuis longtemps? Depuis quel âge? Depuis mes 19 ans. Donc c'était la première que j'ai vue? Ouais, c'était la première. Et là, j'en ai 26. Donc c'est marrant de se voir évoluer comme ça dans une petite vidéo de 5 minutes. Il y a un côté capsule temporelle presque. Ouais. Alors on va revenir un peu au début de tout ça. Même avant cette vidéo des 19 ans, comment tu es rentré dans tous ces qui étaient des hobbies à l'époque? Quel est l'élément déclencheur? Est-ce que c'est un parent? Est-ce que ça vient d'ailleurs? Dis-nous tout. Bonne question. Je dirais que c'était très spontané. J'ai l'impression que tout ce que je fais, que ce soit la vidéo, que ce soit la musique, que ce soit l'activisme aussi, c'est des choses qui me viennent comme ça au ventre. Et j'ai pas la patience d'attendre, d'avoir les bonnes conditions, de rencontrer les bonnes personnes. Donc souvent, je le fais très vite. Et donc c'est ce qui est arrivé avec la vidéo. J'ai reçu plutôt ma première vidéo, ma première caméra à mes 14 ans.
Et après, j'ai filmé. Et je me suis jamais arrêtée. Et pour ce qui est de la musique, c'est un peu pareil. C'est lors d'un voyage, j'ai découvert qu'il y avait plein d'artistes pas très connus qui faisaient des sons et qui les postaient sur YouTube et sur SoundCloud. Et donc, pareil, spontanéité, j'ai posté tout ça et j'ai relâché tout ça. Donc, c'est un peu des imprévus ou des idées un peu spontanées qui me viennent et je les rends réelles. Et il s'avère qu'aujourd'hui, c'est encore des choses qui m'animent et que je continue à faire grandir. Mais et ouais, je dirais qu'il ne faut pas attendre le bon moment, la bonne personne pour lancer ces projets. Donc je suis contente quand je pense à même ma petite moi de 15, 16 ans, 17 ans, qu'elle ait osé acheter sa caméra, filmer, poster des vidéos sur YouTube. Je suis contente d'elle. Je me dis que c'est cool qu'elle ait osé faire ça. Et tu filmais quoi à l'époque? À l'époque, je filmais mes vacances en famille. C'était vraiment de la documentation familiale. Une analyse sociologique de tes parents, en fait, et de tes frères, sœurs. Mes parents, depuis que j'ai 14-15 ans, ils ont l'habitude que je sois avec ma caméra comme ça, devant eux. Donc eux-mêmes se voient vieillir finalement à travers ma caméra. Mais je filmais les voyages, pour commencer. Et puis, quand je suis partie 1 an aux États-Unis pour faire un échange. Donc ça, c'était à la fin de tes études secondaires, hein, pour contextualiser. Ouais, c'est après ma réto, terminale pour les Français. J'ai refait ma réto. Et aux donc, États-Unis. je suis partie 1 an là-bas. Et donc, c'est à ce moment-là que je me suis dit, je suis loin de chez moi. Les gens vont peut-être me critiquer, mais je serai très loin, donc je n'entendrai pas les bruits. Et j'avais ce rêve de me lancer sur YouTube. Et donc, j'ai commencé à poster des vidéos où je parlais et je me montrais à la caméra. À nouveau, pourquoi j'ai fait ça? Je ne sais pas. C'était une envie au fond de moi d'incarner les choses et de montrer ma vie et de documenter ma jeunesse, je pense. Tu regardais beaucoup d'autres personnes qui font des choses similaires à ce moment-là? Je regardais énormément de vidéos YouTube. J'étais très addict à YouTube. Et vraiment, toute mon adolescence a été bercée par les YouTubeurs, surtout anglophones, qui faisaient des choses grandioses, qui voyageaient, qui partaient avec leur sac à dos seuls ou avec des amis. Et donc j'ai toujours regardé ces vidéos-là avec un œil d'envie, quoi. Et je pense que ça a joué une grande part de qui je suis aujourd'hui et de pourquoi aujourd'hui la vidéo c'est un de mes jobs. C'est toutes ces personnes-là qui m'ont inspiré et tout ce monde anglophone de la vidéo sur YouTube. C'était une curiosité un peu de partir à la rencontre, parfois dans des pays lointains. C'était un besoin aussi. Ouais. Parce que tu aurais pu le faire au coin de la rue aussi. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que j'aurais pu partir tout près de chez moi et rester en Belgique. Mais ma mère est une grande voyageuse. Et elle nous a un peu emmenés dans son petit baluchon depuis qu'on est tout petit, avec mon frère et ma sœur. Et elle nous a tellement parlé depuis toujours de ses voyages et de tout ce qui l'anime et de ses grands rêves de voyage que ma mère plus YouTube, c'était le combo parfait qui a fait que je voulais vraiment voyager et découvrir ça. Et c'est encore quelque chose que je ressens, quoi. Que j'ai besoin de bouger, et même pas spécialement aller loin. Il n'y a pas besoin de prendre l'avion d'aller à l'autre bout du monde. Mais de faire des choses dans la nature, de faire du bivouac, d'aller en Belgique, en France, c'est des choses qui m'animent et que j'ai besoin de faire régulièrement. Oui, parce que quand on regarde un peu ton travail de vidéo, il y a un côté qui se dégage, hein, une certaine forme de lenteur, d'être contemplative un peu. Quelque chose d'assez doux, d'assez cocooning. On n'est pas dans ces vidéos d'aventure où on en voit des milliers tous les jours, ou avec des choses extraordinaires, dans des paysages extraordinaires, juste au bon moment avec la bonne lumière. Toi, c'est finalement un peu du quotidien. C'est vraiment ça, en fait. C'est vrai que souvent, j'ai entendu des personnes dire que ce que je faisais était un peu à contre-courant de ce qui se fait aujourd'hui. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans le monde de l'audiovisuel et de la vidéo sur les réseaux sociaux, c'est des choses très courtes, très rapides. On parle même très très vite. On met plein d'images. Et moi, ce que j'adore faire dans la vidéo, c'est justement d'avoir des grands plans larges avec de la contemplation, des belles lumières, des belles couleurs et de filmer les étrangers et les inconnus qui vivent leur vie. Donc c'est vrai que sur YouTube, c'est vraiment cette plateforme-là qui me permet de travailler tout ça. Ce que je peux moins faire sur Instagram. Mais
Pourquoi c'est le côté anti-héros? C'est-à-dire? Généralement, dans une fiction, tu as toujours la personne héroïque qui fait des choses Mm. extraordinaires. Ouais. euh, et là, justement, c'est des choses ordinaires, mais un peu magnifiées, on peut le dire. Ouais, j'aime beaucoup le beau. J'aime beaucoup rendre le quotidien et la simplicité belle. Parce que pour moi, il n'y a rien de plus beau que le quotidien des gens, leur maison, leurs habitudes, la manière dont ils vont prendre leur café. Moi, j'observe tous ces petits détails-là. Quelque chose de très naturaliste. Ouais, c'est ça. Et j'aime beaucoup capturer la vie des gens, même les inconnus dans la rue. Je peux rester plantée là et partir même en voyage tout seul, planter ma caméra, sortir mon argentique, faire des photos et observer ce qui se passe. Je pense que c'est un truc qui me touche beaucoup plus et qui transmet beaucoup plus d'émotions que quelque chose de scénarisé, où on sait exactement quel plan on va faire, quand, quelle lumière. Comme en Moi, cinéma, presque, oui. C'est ça. Moi, je suis beaucoup plus dans le réel, le documentaire, la vie des gens, quoi. Donc que ce soit ma vie à moi, la vie de ma famille ou les inconnus dans la rue. Tu prépares rien du tout? Jamais. Ah oui, donc c'est sac à dos, en Ouais. ligne droite. Je suis quelqu'un de très spontané, donc je prévois quasiment rien. Et j'aime bien ça. Après, ça peut stresser des gens, je pense. Mais moi, je pense que le fait d'avoir un plan et de savoir exactement tout ce que je vais faire, ça va enlever la... Ça va te stresser, toi, en Ouais, fait. ça va me stresser moi et ça va enlever le naturel. Donc souvent, les vidéos que je fais, enfin les vidéos YouTube que je fais à l'étranger, par exemple les journées à l'Argentique, c'est un format que je fais sur ma chaîne où je vais quelque part, que ce soit à Paris ou à l'étranger, et je passe une journée dans une ville, il n'y a rien de prévu, et juste je pose ma caméra, je parle, je fais des photos à l'Argentique quand je vois la bonne personne passer ou quelque chose d'un peu chouette qui se passe, je le capture et c'est vraiment du réel, quoi. Tu fais aussi partie de cette nouvelle génération de photographes qui redécouvrent l'Argentique parce que, Oui, j'adore. vu que tu es encore très jeune, tu n'as pas connu cette période où c'était la norme. Ouais. Et on voit ça chez les photographes dans la vingtaine, génération Z. Vous redécouvrez ce truc-là comme quelque chose de formidable. C'est aussi à contre-courant total. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Je me demande non, je veux dire si je serais, mais ça se ne dit pas. Les si n'aiment pas les raies. Je me demande si j'étais née à l'époque de l'Argentique, est-ce que j'aimerais autant ça? Je sais pas. Moi, c'est le côté un peu nostalgique et ancien que j'apprécie. Mais la photo argentique, c'est fabuleux. C'est exceptionnel. Je trouve qu'il y a un truc beaucoup plus réel où on a notre pellicule, 36 photos, et on prend le temps pour chaque photo. Et là, par exemple, je suis partie 1 mois et demi aux États-Unis et au Canada. J'ai emmené 5 pellicules, toutes avec des caractéristiques différentes, avec des couleurs différentes, des rendus différents. Et les photos que j'ai tirées, elles sont incroyables. Et en plus, je les ai découvertes en revenant. Et donc, je redécouvre un peu tous ces moments, les visages, les couleurs. Ah, ça rend comme ça rend comme ci. Je trouve que c'est beaucoup mieux, selon moi, que le numérique qui me touche pas tellement en photo. C'est peut-être une forme de contrainte créative aussi. C'est ça. 36 poses, 5 pellicules, pas une de Ouais. plus. Ouais, la contrainte amène beaucoup de choses positives. Mais je dirais aussi la patience et à nouveau la lenteur de la photo argentique où on a un nombre fixe et on doit attendre des semaines, parfois même des mois, des années si on traîne avec notre argentique pour avoir le résultat. Et je pense que j'aime bien ça, cet effet de cadeau, de package qu'on reçoit quelques mois après. Peut-être que l'étape suivante, ça sera carrément la chambre photographique, une seule photo, Ouais. ou alors avec des traitements anciens où tu dois faire Ouais. ton mélange sur place. Ah, j'adorerais faire ça, ouais. Ça se voit aussi de plus en plus, des Ouais. gens qui redécouvrent ça, des techniques qui ont 100, 150 ans. Ouais, c'était trop bien de faire ça. J'aimerais beaucoup apprendre à filmer avec un Super 8 ou avec des films. Parce que là, pour le coup, je fais beaucoup d'argentique, donc pour la photographie. Mais pour ce qui est de la vidéo, j'ai un petit caméscope que j'utilise beaucoup, qui est chouette. Mais j'aimerais bien tester, pourquoi pas, un Super 8 ou ce genre de caméra. Rajouter un petit grain. C'est aussi quelque chose qui te caractérise un peu, ce côté vintage. Il y a une espèce d'amour des années 70, 60, non? Ouais, j'aime beaucoup ces années-là. Dans le look et tout, même. ouais. Je trouve que c'est des années qui ont l'air belles. Après, il y a beaucoup de choses que j'aime dans notre époque actuelle. Je pense que ce que j'aime bien dans les années 70-80, c'est plus la colorimétrie
Le look et visuel, les quoi. couleurs qui étaient beaucoup plus expressives dans le mobilier, dans les vêtements, même dans les coupes de cheveux. Années 80, on se retrouve avec des coiffures complètement dingues. Donc c'est un truc que j'aime bien. Alors, il y a du vent, peut-être que ça va arriver aussi. Ouais, il y a du vent, il y a du Peut-être que vent. la mais nature va travailler avec ton propos. dans les noisetiers, donc on va peut-être entendre les noix se taper. Mais ouais, je suis un peu nostalgique de ces années-là alors que je ne les ai même pas connues. Donc je pense que c'est le cas pour beaucoup de personnes qui sont nées fin du siècle ou début des années 2000. On est un peu nostalgique de ce qu'on n'a pas connu. Pourquoi ? Je sais pas. Vaste recherche. Vous avez 4 heures. On idéalise peut-être. Dites-le nous en commentaire. Hmm. Quand êtes-vous né et quelle époque vous fantasmez? Ouais, on idéalise toujours le passé alors qu'on a plein de choses chouettes aujourd'hui. En revenant dans le temps, on revient, donc tu as fini tes études secondaires, tu vas aux États-Unis, tu fais 1 an là-bas, tu refais une année d'études. Ouais. C'était pour apprendre l'anglais ou pour voir quelque chose de différent ou... C'était pour apprendre l'anglais, c'était surtout parce que ma mère avait fait cet échange quand elle avait 18 ans. Ma sœur après a fait cet échange quand elle avait 18 ans, elle est partie en Argentine. Ma mère était partie aux États-Unis. Et donc quand j'ai eu mes 18 ans, naturellement c'était l'ordre des choses familiales, de se dire ok t'as 18 ans, tu vas partir, c'est pas une obligation mais c'est une opportunité que mes parents m'ont donnée de me laisser le choix de partir à l'étranger, ce qui est un privilège énorme et une chance énorme. Et donc je devais partir au Mexique. Et puis j'ai été prise de plein de stéréotypes et de stigmates et des peurs des gens autour de moi qui m'ont dit Mexique c'est très dangereux, il ne faut pas que tu y ailles en tant que femme seule. Et donc j'ai écouté. Et je suis partie finalement aux États-Unis dans la famille d'accueil de ma maman, 40 ans après, donc chez sa sœur d'accueil qui aujourd'hui a 45 ans. Et donc j'étais chez eux pendant 1 an. Donc pour apprendre l'anglais, mais surtout pour l'expérience d'être loin de chez soi, d'être loin de sa famille, de pouvoir se découvrir à travers un autre pays et dans une autre famille. Ça a été un changement radical? Ouais, je pense que pour moi, je me demande ce que serait ma vie actuelle sans les États-Unis. Je pense pas que c'est le pays en tant que tel qui a généré ça, parce que c'est pas seulement un pays que je porte dans mon cœur pour voilà, toutes les raisons qu'on connaît aujourd'hui au niveau géopolitique. C'était en quelle année, peut-être pour contextualiser? C'était en 2018, donc c'était le premier mandat. Le premier mandat de Donald Trump. Donc c'est marrant, je suis allée au premier mandat de Donald Trump et j'y suis retournée cet été et c'était Non mais tu peux dire le si deuxième mandat tu soutiens. de Donald Trump. Non, j'en doute. Et je sais plus ce qu'on disait. Mais que ça a été en quelque sorte un point pivot Ah oui. dans ta vie de faire ce voyage d'1 an aux États-Unis. Ouais, je dirais que c'est ce voyage à l'étranger et ce temps qui m'était donné qui m'a permis de me découvrir, de prendre le temps de faire de la musique, de composer, de lancer ma chaîne YouTube. Tu as lancé depuis là-bas? Ouais, j'ai lancé vraiment là-bas et c'est là que j'ai été très active dans la publication de mes vidéos, dans le montage. Je montais tous les jours. Donc je pense que sans cette année-là, peut-être que j'aurais été plus lente ou que j'aurais peut-être pas osé. Pourquoi? Par le regard de tes copains depuis toujours ou... Ouais, peut-être. Ou peut-être que j'en aurais rien à faire. Ça, je sais pas. Mais je pense que ce voyage-là, oui, a clairement été un déclic pour lancer mes projets que j'avais en tête depuis des années. Après les États-Unis, tu reviens ici? Ouais. Comment ça se passe? Qu'est-ce que tu fais? Je reviens en 2018, il me semble, et je commence une année à l'IAD, en réalisation cinéma. J'ai détesté Louvain-la-Neuve, j'ai pas spécialement aimé l'école, la dynamique, l'ambiance. Et cette manière de voir la vidéo, je pense que j'étais trop jeune déjà, et que c'était très mauvais ce que je faisais. Donc comme quoi, je pense que si je postulais aujourd'hui à l'IAD, ça irait bien mieux. Mais donc j'ai raté cette année. Et après, je me suis inscrite pour 3 ans à Namur en coopération internationale pour apprendre à étudier les rapports Nord-Sud, ce qu'on disait à l'époque les pays en développement. Je ne pense pas que c'est quelque chose qu'on dit encore aujourd'hui. Mais comment travailler dans des ONG, comment analyser un peu tous ces rapports-là entre les différents pays. Est-ce que c'est là que naît le côté un peu plus engagé? Je pense que l'aspect engagé était déjà là avant.
à travers des voyages et à travers l'émergence de tous les mouvements qui existent toujours aujourd'hui via Greta Thunberg, Adélaïde, Hanouna, Camille Etienne, etc. Mais c'est dans la continuité de cette prise de conscience en tant que jeune femme, de me dire ok, je veux un métier qui a du sens. Et ça arrivait très tôt quand même chez moi, ce qui est quand même plus pratique que de changer de direction quand on a 30 ans. Mais c'était vraiment dans la continuité d'avoir un job qui a du sens et d'étudier des choses importantes. Tu parles d'études, est-ce que tu es ou tu étais quelqu'un de scolaire? Non. L'école, non, c'était pas trop ça. Non. Je suis pas quelqu'un de très très scolaire, j'aime pas trop ce système-là, à devoir étudier, etc. À nouveau, moi, j'aime bien les choses que j'apprends par moi-même. Donc c'est un peu le cas de la vidéo où j'ai jamais suivi de cours et j'ai appris tout sur le tas. Pareil pour la musique. Je suis pas une grande experte de la composition en tant que telle, je suis entourée de gens qui le font avec moi. Mais je préfère apprendre les choses par moi-même. Après, ce que j'ai beaucoup aimé et ce qui me manque à l'école, c'est plus le fait de rester informé, d'apprendre les choses, de rester éduqué, d'avoir différents points de vue. C'est quelque chose qu'on n'a plus quand on est adulte et c'est ça la dangerosité et parfois la bêtise des adultes. C'est de plus se renseigner ou de rester un peu dans les mêmes, dans nos bulles à nous. Donc parfois je me dis ce serait chouette d'avoir une école pour adultes où on peut juste se renseigner, prendre quelques cours sur internet ou retourner dans les classes et ce serait un chouette concept. À tester. À tester. Mais c'est vrai que YouTube est un formidable essai-erreur et génération do it yourself aussi. Complètement. Sûr. Tu fais ces études et puis après, direction Paris. Nouveau mouvement, nouveau point pivot. Ouais. J'ai déménagé à Paris, la C'était grande métropole. De quoi ? C'était aussi un rêve ou... C'était pas un rêve de déménager à Paris. Je suis allée là-bas parce que j'appréciais la ville, que j'avais eu l'occasion d'y aller pas mal de fois les années précédentes et j'y suis allée pour des études parce qu'ils ont un système d'alternance qui te permet d'étudier, d'aller à l'école et en même temps d'avoir un stage qui est rémunéré et qui rémunère tes études, ce que je trouve exceptionnel. Donc je suis allée là pour ça et j'ai adoré. Je vis toujours là-bas, donc c'est une ville qui a beaucoup de points négatifs et je trouve qu'on entend des fois un peu trop les points négatifs que les points positifs parce qu'il y en a. C'est quoi tes points positifs de Paris ? Je pense déjà que l'expérience qu'on a dans une ville en général, mais à Paris pour ma part, ça va dépendre de l'endroit où tu vis, de ton appartement, de l'arrondissement dans lequel tu es. Donc moi, je suis quand même quelqu'un de privilégié qui vit dans un chouette appartement, dans un chouette arrondissement. Donc ça joue évidemment sur mon expérience. Je dirais que ce que j'aime bien, c'est la créativité des gens, le fait qu'il y a plein de profils et plein de personnes relativement jeunes qui font des projets de fou. Donc c'est très inspirant. Beaucoup de musées, beaucoup d'art, qui est quelque chose que j'apprécie. De me nourrir de plein de choses. Donc j'aime beaucoup ça. Et j'aime bien la proximité avec tout. Se balader en vélo et avoir tout en proximité. En deux coups de vélo. Donc c'est très agréable. Et ce côté émulsion créative, on a fait une interview comme la tienne avec Félix Radu il y a 1 an. Il avait à peu près le même propos parce que lui aussi provient de la région namuroise en Belgique. Okay. Et il était s'installer à Paris et il me disait non, il faut absolument être ici. Il y a une énergie en fait, il y a un truc qu'on n'a pas, alors qu'on est très bien ici sous des noisetiers, je ne trouvais plus le mot. Ouais. Je dirais que de manière générale, l'énergie française et l'énergie belge n'est pas la même. Je ne sais même pas exactement comment expliquer ça. Les gens tu as 3 heures. qui viennent de France ou Belgique verront peut-être de quoi je parle, mais il y a beaucoup de similitudes dans ces pays-là. Mais il y a beaucoup de différences dans la personnalité, la manière d'être, la manière de parler, la manière de gérer ses amitiés. Enfin, c'est vraiment des pays très différents. Et j'adore ce mélange de pouvoir être à Paris et côtoyer des Français qui ont la hargne politique, revendicatrice, que j'adore. Et à la fois d'avoir ma vie en Belgique plus calme, moins revendicatrice. Les Belges sont quand même ils sont difficiles à secouer.
On est moins combatif, ça c'est sûr. Moins combatif, ce que je trouve un peu dommage. Mais j'aime le calme et la gentillesse et l'humour belge. Donc je trouve que les deux pays ensemble, il y a un bon potentiel, un très bon potentiel. Et comme beaucoup d'artistes belges francophones, tu dois aller à Paris. Tu dois, enfin à Paris ou en France de manière générale, pour une question même de marché, de public, d'audience. C'est un truc connu depuis assez longtemps. Ça faisait partie aussi de l'idée? Alors je ne suis pas allée à Paris pour l'art et pour la musique. Étrangement, c'est pas quelque chose que j'ai encore osé creuser à Paris. Je pense que je suis un peu timide et que l'industrie musicale et les gens qui font de la musique à Paris m'intimident beaucoup. C'est peut-être un blocage personnel. Mais c'est vrai que je trouve ça dommage que beaucoup d'artistes, mais que ce soit dans tous les domaines artistiques, mais là, pour le coup, la musique, c'est dommage qu'il n'y ait pas une manière de faire vivre réellement la musique en Belgique, de se faire écouter, d'avoir des radios qui nous programment, d'avoir de la télé qui nous relaie. Je trouve qu'on ne met pas assez en avant les artistes belges et l'art belge. On n'est pas assez fiers. Pas assez chauvin, pour reprendre une expression. Pas assez chauvin, c'est ça. Je pense que ça joue beaucoup. Et c'est pour ça que la plupart des artistes doivent ou partent de la Belgique et déménagent à Paris, parce qu'en fait, on est mieux reçus. À Paris, on est plus écoutés. On a même ces petites touches belges que les Français aiment bien. Et c'est dommage, finalement, de devoir trouver l'écho dans un pays qui n'est pas le nôtre. Raconte la forme avec le fond. Donc tu le disais, mais malgré tout, ton projet musical, dont on va parler, se développe beaucoup plus en Belgique qu'en France. Ouais, aujourd'hui c'est quand même plus simple en tant qu'artiste belge d'une petite taille, avec un public relativement moyen, de trouver des relais. Je me contredis un peu avec ce que j'ai dit avant, mais quand on est une petite artiste, forcément les petits médias vont plus facilement nous recevoir. Ça ne veut pas dire qu'ils vont être très réguliers et qu'ils vont nous mettre sur la page principale de la une ou du magazine. Bienvenue sur Raconte. Mais ouais, c'est ça. Mais oui, je dirais que moi, je me suis plus fait connaître à travers les médias belges et les relais belges. Mais malheureusement, ça a une limite. À un moment donné, on a vite fait le tour. Il y a un plafond de verre. Et une fois que ce magazine-là a fait un article sur toi, ils vont peut-être pas reparler de ton prochain projet ou de ton prochain EP. Et donc, ça semble là qu'on doit passer l'étape supérieure et aller en France. Donc, ouais. On en venait justement à la musique. Quand on lit tes publications, tu te définis comme artiste indépendante. Tu pourrais nous en dire un peu plus par rapport à ça? Qu'est-ce que tu entends par indépendance? Être une artiste indépendante, c'est ne pas être lié à un label. C'est être libre en fait de sa création, de ses morceaux. Donc les morceaux m'appartiennent. Je dois des comptes à personne. Donc si j'ai envie de sortir un son dans une semaine, je sors un son dans une semaine. Si j'ai envie de sortir un album, je sors un album. Si je n'ai plus envie de sortir cet album, je ne le sors pas. Donc c'est une liberté que j'aime beaucoup parce que je fais ce que je veux et que je peux suivre un peu ma propre voie et mon propre calendrier. Ça a quand même ses limites d'un point de vue financier. Ou faire de la musique, ça coûte très cher en fait. C'est pas simplement faire du son, aller en studio et y rigoler avec les copains et enregistrer 2 guitares. Ça demande de la communication, ça demande de faire des vidéos, du contenu, les décliner en plusieurs formats, d'avoir une attachée de presse. Et dès qu'on veut bien faire les choses et essayer de trouver justement de l'écho à ce qu'on fait et du relais, ça demande de l'argent et quand on est indépendante, tout ça on le paye avec nos sous. Et avec l'aide parfois de quelques subsides. Mais au niveau financier, je dirais que c'est la barrière que j'ai rencontrée. Mais le fait d'être indépendante me permet de plus m'écouter, je pense. Oui, c'est un choix vraiment assumé, dans ton cas. Ouais. Si demain une maison de disques importante t'appelle, tu dis non? Non, je sais pas. Je pense que ça dépend du contrat. J'avais déjà eu des propositions dans le passé. Et à chaque fois, il y avait quelque chose qui clochait, qui n'allait pas. C'est un truc que tu sentais pas, une intuition? Ouais, ou le contrat ne convenait pas. C'est quand même un milieu
particulier. Et pour les gens qui ne connaissent pas, musique. parce que c'est loin de beaucoup de gens, le monde de la musique, enfin, la production en tout cas, Ouais. qu'est-ce que tu entends par particulier? Je dirais que le rôle d'un label, de ce que j'ai compris, parce qu'à nouveau je suis pas dans un label donc peut-être que je déforme les propos, c'est de t'utiliser comme un produit finalement. Donc ils vont te prendre toi dans leur catalogue. Industrie musicale, ça dit bien ce que ça veut dire. L'industrie musicale, donc ils vont te prendre dans leur catalogue et puis ils vont vouloir que tu suives un agenda défini avec eux. Ok, on va sortir cette EP ensemble, dans 6 mois tu vas sortir 16 singles, dans 2 ans on veut que tu sortes un album. Et à la différence d'être une industrie de textile où je couds mes t-shirts et je les livre, là la création artistique elle vient de ma tête, de mon ventre, de moi. Et c'est des choses qui parfois ne sont pas contrôlables. Il y a les aléas de la vie, il y a la page blanche, il y a moi, mes autres professions de vidéaste, etc. Et donc, moi, il y a cet aspect-là que j'aime pas spécialement dans les labels et dans l'industrie musicale comme on la voit aujourd'hui, c'est de ne pas être à l'écoute spécialement des artistes, de les censurer aussi parfois, sur ce qu'ils peuvent ou ne peuvent pas dire. On le voit aujourd'hui avec ce qui se passe, avec Zao Zagazan, etc., Yoa, qui mettent en avant leur avis politique ou qui revendiquent ce qui se passe dans le monde. Je suis convaincue qu'elles ont de la pression de l'intérieur, de leur label, des personnes autour. Je pense que c'est quelque chose que j'ai pas envie d'avoir. C'est quelque chose que tu as déjà ressenti par ailleurs? Je l'ai pas ressenti. Enfin, je l'ai ressenti lors du dernier festival auquel j'ai joué, où j'ai amené un drapeau palestinien sur scène et le programmateur l'a retiré pendant que je chantais. Ni donc vu ça ni connu. veut tout dire sur le fait que ça dérange et qu'en fait beaucoup de programmateurs, de labels, etc. Veulent des artistes plantes. Lisse. Lys, tu es une femme, tu vas être très belle et tu vas chanter des paroles sur l'amour, sur tes ruptures et point barre. Moi, c'est pas ce que je souhaite faire. Je n'ai rien contre les musiques qui parlent d'amour, j'en ai écrit beaucoup. Mais pas de cette façon-là. Mais forcément, ça dérange. Et tu l'as ressenti? On t'a dit ou c'est une impression? Non, la seule fois où je l'ai ressenti, c'est plus cet événement concret lors du festival, où en fait je me suis rendu compte que les gens apprécient quand je parle de l'environnement, quand je parle des arbres et de l'écologie d'un point de vue biodiversité, mais dès qu'on parle des humains, dès qu'on va parler de justice sociale, en fait, c'est un sujet plus sensible et là on veut plus trop... Ça devient délicat. Alors que ça ne l'était pas pour la justice environnementale. Donc il y a un peu ce truc, ok, D'ambiguïté comme ça. on veut quelqu'un d'engagé, mais pas trop. Ok, comme ça on classifie un peu les artistes. Ouais, après, je dis ça, j'ai pas spécialement d'écho, c'est plus un ressenti global et ouais. J'ai pas de fait concret à mettre en avant ou de mes aventures, mais c'est un ressenti global. Le média Game Changer, multiples thématiques. Par rapport à la musique, on va en venir à ton processus créatif. Alors ça, c'est la question, je pense, à 1 million d'euros, voire plus. Comment on fait de la musique? Comment on fait de la musique? C'est marrant parce que moi, je suis pas si forte en musique. Je suis pas multi-instrumentaliste. Je joue un peu de guitare, mais j'ai aucune notion théorique de comment bien gérer ma voix. Je n'ai jamais fait de cours. Je joue pas de piano, je joue pas de batterie, je ne sais pas mixer de son. Donc il y a plein de choses que je ne sais pas faire. Mais il y a plein de choses que je sais faire et ça, pour ma part, ça relève vraiment de l'instinct artistique et de ce que je sens quand j'entends un morceau, quand j'entends un début de guitare. C'est vraiment via l'instinct que je vais avoir l'idée d'une mélodie ou de paroles. Donc moi, je fonctionne vraiment comme ça. Après, je suis entourée de personnes qui sont compétents et compétentes et qui s'y connaissent pour le coup en composition et qui sont eux-mêmes musiciens et musiciennes.
Mais je pense que moi, mon truc, c'est vraiment l'instinct et le ressenti. Et, euh, et souvent, je travaille sur base d'un instrument, donc de la guitare par exemple. On va avoir une composition de base de guitare, et puis ça va me parler ou ça va pas me parler, et puis on va continuer. Et puis je vais avoir des idées de mélodies qui vont venir, et je vais les enregistrer avec mon téléphone, avec mon dictaphone. Et puis je vais travailler sur ça pendant plusieurs heures, plusieurs jours. Donc c'est une base souvent de guitare ou de piano. Et le jour même, je vais avoir des idées de mélodies, de textes. Et j'aime bien que ce soit rapide. Parce que quand ça vient pas tout de suite, c'est qu'il y a un truc qui me dérange et ça bloque. Donc ça, c'est souvent très rapide, la base même de la mélodie et du thème global de la musique. Après, finir un son et finir la composition, l'enregistrement des instruments, le mix voix, le master, etc., ça peut prendre des années. Tu reviens souvent sur des projets que tu as enregistrés, que tu as mis de côté Tout en le temps. oubliant. Ouais. Tu as des dossiers comme ça. Je pense que travailler avec des chanteurs et des artistes, ça doit être très agaçant. Parce qu'on remet tout le temps en question le morceau qu'on a fait. On va l'adorer en studio, et 2 semaines après, je vais le détester. Et je vais me dire, ok, en fait non, je n'aime plus du tout ma voix, je n'aime plus les paroles, je ne veux plus sortir. Et 1 mois après, ce sera l'inverse. Et je vais me dire, ok, j'adore ce son. Donc je pense que ça doit être très agaçant et difficile de travailler avec moi ou avec d'autres gens. Je pense que c'est un truc assez commun quand c'est nos sons à nous et notre voix. Mais on revient très souvent avec les morceaux. Et par exemple, le dernier EP que j'ai sorti en février 2025, il y a des morceaux qui datent d'il y a 2-3 ans. Donc il faut être patient. Et comment tu sais que c'est bon, on peut l'arrêter, tu te fais violence? Ouais. Je pense qu'il y a des moments où, dès que je sors du studio, je vais vouloir écouter le nouveau morceau en boucle. Donc les jours qui vont suivre, je vais l'écouter tous les jours. Puis j'en ai dégoûté. Je vais passer à la phase je ne l'aime plus. Et puis je le laisse un peu poser. Et quelques semaines, mois après, je le réécoute et je me dis ah oui, mais c'est un banger en fait. Ce son, je l'adore. Et puis je le sors. Et tu consultes jamais des gens ou des amis proches ou des conseils en quelque sorte? Je devrais le faire, mais je suis très pudique. Et je suis très pudique avec mes morceaux et avec ma musique de manière générale. Donc j'ai du mal à le faire écouter aux autres. Donc là, par exemple, je sors un morceau dans 9 jours. J'ai pas encore communiqué dessus. Je l'ai fait écouter à personne. À ma mère, très vite fait. Et je pense que le 3/4 de mes amis ne sont même pas au courant que je sors ce morceau. Donc ça montre un peu la pudeur et... Ouais, la pudeur. Pourquoi cette pudeur? Parce qu'on pourrait dire tu as de la pudeur au tout début, quand tu commences et que tu franchis pas de devenir artiste, chanteuse, compositrice. Mais maintenant, tu es un peu établie quand même. Ouais, mais je pense que ces choses-là, ça vient vraiment de soi. C'est quoi, c'est du syndrome de l'imposteur ou... Ouais, je pense qu'il y a une grosse part de syndrome de l'imposteur, du fait de ne pas être musicienne ou de ne pas connaître la théorie musicale, de ne pas avoir pris cours de chant. Je pense que ça, c'est un truc qui joue beaucoup. Le fait que je trouve ça difficile de défendre ces morceaux, d'en parler, de le vendre, c'est quelque chose qui parfois me met mal à l'aise de devoir bombarder les gens sur les réseaux sociaux de écoutez la musique, elle est trop bien. Donc c'est difficile. Mais ouais, les syndromes de l'imposteur, je pense que c'est une grande part de ça. Et puis je pense qu'on a beau avoir la validation de tout le monde, on a beau remplir des salles, si nous, avec nous-mêmes, on reconnaît pas ce qu'on fait et qu'on n'est pas fier de ce qu'on fait, ça restera toujours là, je pense. Quand tu te balances comme ça sur YouTube, des plateformes, mais aussi les réseaux sociaux, où tu es quand même bien suivi, je crois que c'est plus ou moins 70 000 sur YouTube, 20 ou 30 000 sur Instagram, c'est pas rien. T'as beaucoup d'échanges avec ta communauté? Ouais, beaucoup. J'ai rencontré beaucoup de gens à travers les réseaux sociaux. Oh, tu veux dire, tu les as rencontrés en vrai? Oui. J'ai même des amis très proches à moi ma meilleure amie, qui à la base est quelqu'un que j'ai rencontré via Instagram, qui me suivait. Donc j'ai rencontré dans la vraie vie beaucoup d'abonnés finalement. Ça, j'aime pas trop ce mot spécialement, mais
de personnes qui suivaient ce que je faisais. Et je trouve que c'est une richesse de fou de pouvoir rencontrer des personnes qui font aussi de l'art, qui sont touchées par ce que tu fais. Donc ouais, ça arrive souvent. Et toi, tu as souvent contacté des gens, plutôt dans ta carrière, ou même encore maintenant d'ailleurs? J'essaye de le faire. Ça m'arrive de DM quelqu'un et d'envoyer un message. J'adore ce que tu fais. Est-ce que tu veux aller boire un café? Je ne l'ai pas fait tant de fois que ça, mais c'est quelque chose de trop chouette. C'est un espèce de date professionnel, amical, qui est chouette. Donc j'essaye de le faire quand je sens qu'il y a une vibe commune et que ça pourrait matcher. Quand on gère des comptes comme ça aussi importants sur les réseaux sociaux, c'est aussi une forme de travail presque à temps plein, non? Parce qu'avec tout le contenu Ouais. que tu postes, des photos, des vidéos, des vlogs, des vidéos anniversaires, c'est quand même un boulot de fou. Ouais, franchement, être créatrice de contenu, que ce soit sur Instagram, YouTube, c'est un travail de fou parce qu'en fait, on fait tout. À la fois, tu es vidéaste, tu es monteuse, tu es media maker, donc tu fais les miniatures de tes vidéos YouTube. Moi, je fais de la photo. Tu es community manager, donc tu gères ton compte et ta stratégie. Moi, j'ai pas seulement de stratégie. À nouveau, je suis spontanée, donc j'ai pas de calendrier vraiment de ce que je vais poster, mais c'est quelque chose qui prend énormément de temps et qui rapporte pas spécialement. En tout cas, pour ma part, je vis pas des réseaux sociaux et je vis pas des collaborations et je vis plus de mon travail de freelance en tant que vidéaste et c'est un peu mon travail de l'ombre que je monte pas sur mon compte. Pourquoi tu ne montes pas? Tu veux vraiment séparer les univers? Ouais, parce que c'est pour moi un job alimentaire. Pas toutes les vidéos que je fais pour mes clients, mais moi, ce que je veux montrer, c'est mon art, c'est mes vidéos, c'est ma musique, c'est mes photos argentiques. Je ressens pas le besoin de montrer la vidéo que j'ai fait pour cette ONG-là, même si j'en suis très fière. Je vais la montrer en story et puis ce sera tout. Donc c'est un peu mon job alimentaire qui est un chouette job alimentaire. Mais donc oui, ça prend beaucoup de temps, mais c'est une passion avant tout. Et je suis incapable d'arrêter en fait. Tu n'en as J'adore. jamais marre? De quoi? Tu n'en as jamais marre? Parfois c'est lassant. Parce que c'est très long, comme tu as commencé ça à l'adolescence et maintenant tu as 26 ans. Ouais. C'est du marathon de fond, ça. Ouais. C'est vrai que parfois, ce serait mentir de dire que je baisse pas les bras par rapport à YouTube, par exemple, ou même mon compte Instagram qui fonctionne bien. Mais c'est dur de trouver sa niche. Et puis je pense qu'à nouveau, ce que je fais, c'est à contre-courant. C'est de la lenteur, c'est pas trendy. Ou du moins, ça l'est un petit peu, mais pas entièrement. Je suis pas totalement les codes d'aujourd'hui. Et c'est peut-être ça qui fait la force, parce que faire du copier-coller Ouais. de tout le monde, tu seras la Ouais. 1001e Ouais. par rapport à d'autres. Tandis que là, il y a quand même, visuellement en tout cas, et aussi musicalement, il y a une très très forte distinction par rapport au bruit ambiant. Mais je pense qu'il faut être patiente dans l'art. On ne peut pas tout avoir comme ça. Ça prend du temps. Et je préfère avoir une communauté à taille humaine que j'ai construite petit à petit et qui est durable, à nouveau dans la vidéo et dans la musique, dans ce que je fais globalement, que d'avoir un buzz et puis d'être submergé parce que c'est stressant, ce genre de choses, et que ça mette le stress et que ça parte très vite. Donc je suis convaincue qu'on est un peu trop pressé, alors que les choses prennent du temps et puis les gens qui ont fait des choses les plus folles, parfois fonctionnent des années et des dizaines d'années après. C'est devenir une référence en fait, un classique. Ouais. Donc j'essaie de me rattacher à ça en me disant, Charles Aznavour par exemple, il a eu plein d'échecs, il a galéré. Et c'est le cas de plein d'artistes qui ont galéré. Parfois ils ne sont même pas connus de leur vivant et ils sont très connus après. Moi, mon but dans mon art, c'est pas d'être spécialement très connu. Honnêtement, ça me fait pas rêver. Mais c'est de construire quelque chose de durable avec des gens qui voient vraiment qui je suis et qui voient mon art et que cette communauté-là dure avec le temps. Asseoir cette notoriété. Voilà, c'est ça. Trouver sa niche. Trouver sa niche. Mais ouais, c'est galère. Alors,
petit fun fact, on s'est trompé de maison en arrivant, on était genre 5 maisons plus loin, ils te connaissaient quand même. Donc il y a quand même une notoriété, donc Les attention. voisins me Hein. connaissent. Voilà. Et puis c'est quoi la notoriété? C'est un peu aléatoire. Mais là on entend, enfin tout le monde veut ça si tu interroges les gens, mais Ouais. d'une manière pas très positive évidemment, mais Ouais. tout le monde cherche ça absolument, Ouais, je pense que quand tu cherches à être connu, c'est que c'est pas pas pour les bonnes raisons. pour les bonnes raisons et ça peut pas durer. Moi, j'ai jamais fait mon art en me disant je veux être célèbre. Jamais. Forcément, je suis à l'aise avec les caméras et je suis à l'aise avec mon image. Mais moi, je fais ça pour échanger, en fait. Échanger avec les gens et avoir des retours et faire ressentir des émotions, je pense. Et il y a des échanges comme ça qui t'ont marqué, plus que d'autres, J'ai rien qui me vient en tête. ou qui ne t'ont pas marqué. J'ai pas d'échange. J'ai pas un truc précis qui me vient en tête, mais ça m'est arrivé de croiser des gens qui me suivaient à l'étranger, très 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 loin de chez moi. C'est arrivé cet été au Canada. J'étais dans une espèce de maison de thé. Une maison thé. Dans une maison de thé. Ah, de thé, ok, oui. J'étais au Canada dans un endroit totalement perdu. Et c'était une randonnée qui menait à une maison de thé qui était en altitude. Et je suis arrivée là et la serveuse me connaissait. Elle était australienne et elle avait vu mes vidéos pour apprendre le français. Et du coup, elle m'a dit qu'elle adorait ce que je faisais et j'ai trouvé ça dingue de rencontrer quelqu'un qui avait aimé ce que je faisais à l'autre bout du monde. Donc je dirais que c'était un chouette échange, mais je dirais globalement, c'est plus les messages que je reçois ou des gens que je rencontre dans la vraie vie, à des festivals, en rue ou pendant des événements qui me disent ça me parle ce que tu fais, ça me procure des émotions, ça me donne envie de ralentir, ça me donne envie de ressortir les vieilles caméras de chez moi, de capturer les moments avec ma famille, avec mes proches. Et ça, c'est super précieux. Raconte la rencontre. Un autre aspect où tu conjugues vraiment tout ce que tu fais, c'est tes vlogs où tu nous emmènes vraiment dans tes coulisses et aussi de concerts. Il y a un côté vraiment très backstage évidemment. J'ai envie de dire tous les artistes font ça maintenant ou ils ont un staff qui le font pour eux. Mais quand on regarde le tien, ici tu as fait un concert début de cette année 2025. On te voit même carrément au saut d'huile et tout ça. Il y a un côté, comment dire, très vrai. Ouais. En le voyant, c'est la chose c'est bien monté tout ça, mais on a vraiment l'impression de t'accompagner. C'est vrai, c'est pas je me mets en scène ou quoi. On voit Colline au saut du lit, qui doute d'ailleurs un peu, qui ne sait pas si ça va bien se passer ou pas. Enfin, je sais pas, c'est une approche assez différente, j'ai l'impression, de beaucoup d'autres. Ouais, je pense que j'aime bien montrer la vraie vie. À nouveau, j'aurais très bien pu poster une vidéo où je montre mon concert et c'est magnifiquement bien filmé et je fais le show. Moi, j'aime bien mixer les deux, j'aime bien ramener de l'intime et de la réflexion sur le fait d'être un artiste, le fait de pourquoi est-ce qu'on va se foutre sur une scène. C'est ce que tu dis à un moment, pourquoi je fais ça quoi. Ah oui, mais oui, mais c'est vraiment des choses que je pensais. Et tu le penses toujours? Ah oui. Pourquoi tu fais ça? Ah oui, oui, Ça oui. mais même dans tout tes, on va dire dans tout ce que tu fais, tu te dis souvent, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Ouais. Et tu souvent. trouves la Et je trouve ça réponse? important de le montrer. Parce que je pense que les gens sur les réseaux sociaux voient ce que les gens accomplissent sans connaître vraiment les réflexions, des fois un peu auto-sabotage, je sais pas comment ça se dit, sans voir les réflexions que l'artiste a en elle. Ok, je fais un super show avec 300 personnes et c'est ma première date au Botanique à mon nom. Mais en fait, derrière, c'était énormément de stress, de préparation, des réflexions sur est-ce que j'en suis capable, est-ce que j'ai vraiment envie de chanter devant 300 personnes avec la moitié ma mère, ma famille, mes amis. Grosse C'est pression. quelque chose de très intimidant et donc je trouve ça plus beau de montrer les deux. De montrer l'avant, le présent, le concert, et puis l'après, je suis fière de moi et j'en tire des leçons, quoi.
Ouais, c'est vraiment assez rare hein, dans le monde artistique, surtout musical, où tout Mm. est assez canvassé. On Ouais, le disait précédemment par des maisons de disques et tout, où on veut mm. une image magnifique. Ouais, Euh, c'est encore une fois contre-courant, c'est un peu un leitmotiv, on a l'impression de ta personnalité, ouais, ce côté peut-être. contre-courant, Ah. anarchiste, Colin BDF. Ouais, non, c'est vrai, c'est vrai. Petite excuse raconte. Quand vous allez voir cette interview, tu seras peut-être non pas dans le jardin, mais plutôt au milieu de l'Atlantique. Ouais. Dis-nous tout. Bah oui, là actuellement, on sera, si tout se passe bien, sur un voilier au milieu de l'Atlantique avec un équipage 100% féminin, direction la COP30 au Brésil. C'est mon amie Adélaïde Charlier qui m'a proposé ce projet complètement dingue sur lequel on travaille depuis le début de l'année 2025. Et donc on a créé ce projet qui s'appelle The Woman Wave Project, qui rassemble des activistes francophones sur un bateau. Et le but, c'est de se rendre à la COP30 et d'essayer d'influencer au mieux ce sommet du climat qui est la COP30, donc qui se passe, qui est un moment assez important au niveau des décisions climatiques. Et ton rôle dans cette traversée transatlantique? Je réalise mon rêve, qui est de filmer un documentaire. Donc mon rôle à bord, ça va être de documenter en fait tout ce qui se passe, de filmer la traversée, les échanges entre les différents activistes, et puis aussi de filmer la COP30, notre rencontre avec les personnes locales, et d'en sortir un documentaire qui sortira l'année d'après, si tout se passe bien, en novembre 2026. Donc c'est un projet de dingue. J'espère qu'au moment où je vous parle, je serai vraiment sur l'Atlantique et ça se passera bien. Mais ouais, je réalise mon premier documentaire. Pour le coup, cette fois-ci, tu te prépares ou pas du tout? Pour le coup, je prépare. J'essaye du Nouveauté. moins de connaître un peu les angles que je vais aborder, de savoir quelle est la dynamique que je vais apporter dans mon documentaire. Et c'est très dur parce que j'ai l'habitude de travailler de manière très spontanée. Et là, je m'entoure, donc j'ai une monteuse qui va faire le montage du documentaire. Et j'essaye de préparer au mieux ce tournage, mais c'est tellement compliqué de préparer quelque chose qui est presque incontrôlable. Être sur un voilier au milieu de l'océan, on ne connaît pas encore les conditions météorologiques, on ne sait pas si on arrivera à destination, j'espère que oui. Mais donc j'essaie de préparer au mieux, d'acheter le bon matériel. Je n'ai jamais fait de voile, donc ça va être aussi une découverte si je suis malade à bord ou pas. Est-ce que je vais être capable de filmer sans vomir à bord? Ça va être un challenge, donc c'est un peu l'inconnu là. C'est un peu l'inconnu de cette traversée, mais j'ai trop hâte. C'est aussi trouver peut-être la ligne éditoriale. Tu sais déjà un peu comment tu vas orienter la chose ou c'est une sorte de vlog géant? Je sais déjà plus ou moins de quoi je vais parler dans le documentaire, en sachant qu'à bord, la spécialité, c'est qu'on n'est que des femmes. Donc que ce soit les activistes, mais aussi l'équipage marin, la navigation. On est vraiment 10 femmes sur un bateau. Et donc je pense que ça va être forcément un des sujets du documentaire. Mais ce sera surtout le fait de rassembler des activistes qui ont leur message à elles. Aujourd'hui, l'écologie est un peu périmée. Ça ne fonctionne pas. Pour de moins, oui. Ou de moins en moins. Souvent, c'est pas assez inclusif. On prend pas assez en compte les personnes, les minorités, les personnes qui vivent dans les banlieues, les personnes qui ont moins de moyens, ou même ne serait-ce que les femmes. C'est souvent incarné par le même type de personnes. Et donc le but de ces traversées et le but de mon documentaire, c'est de mettre en avant tout le monde. Donc d'amener cette intersectionnalité dans la lutte écologique et de surtout parler de justice sociale. Parce qu'il n'y a pas de justice climatique sans justice sociale. Donc on a différents profils qui sont hyper intéressants. À la fois Adélaïde qui est une boss dans... On l'a reçu dans Raconte, d'ailleurs, allez voir, on mettra le lien en description. Elle a participé. Donc à la fois Adélaïde Charlier qui est une boss dans la justice climatique, justice sociale,
Camille Etienne, qui est aussi ce même profil, qui a une culture générale au niveau de la biodiversité et du climat immense. Et on a d'autres profils comme Mariam, qui a fondé Jeunesse Populaire en France, qui traite de ces questions-là dans les banlieues. Il y a Maïté aussi, qui traite de féminisme. Donc le but, c'est de rassembler ces messages-là, d'avoir un message commun qui fonctionne, qui parle à tout le monde, et d'être plus inclusif dans l'écologie. Et donc le challenge de ce documentaire, ça va être de trouver ce message, de faire entendre la voix de chacune de ces femmes et de l'incarner au sein d'un voilier au milieu de l'Atlantique. Et comment t'as proposé le projet? J'ai croisé Adélaïde à un événement il y a 2 ans. Elle te dit, viens, on va sur un voilier. Et elle m'a dit, dans 2 ans, il y a la COP30. J'aimerais trop aller en bateau, faire ça, et partir avec un équipage. Et puis on a parlé d'autre chose. Et moi, le soir, ça a fusé. Et je lui ai envoyé un message sur Instagram en disant, meuf, je suis là. Premier degré, moi ce projet me tente énormément. Je rêve de faire un documentaire depuis toujours. Et surtout, je rêve de faire un documentaire au sein d'un voilier sur l'océan. C'est quelque chose que, pareil, qui est là depuis toujours. Et donc je lui ai dit, moi ça m'intéresse trop de venir et de couvrir ça en vidéo. Et puis le temps a passé, on n'en a plus du tout reparlé. Et il s'avère qu'en novembre 2024, donc il n'y a pas si longtemps que ça, elle m'envoie un message vocal en disant « Hey, by the way, je suis en train de construire le projet, je sais pas si t'es toujours partante. » Et puis moi, je lui ai dit « Ok, je suis super partante, mais moi j'ai ce projet de documentaire-là, est-ce qu'on peut pas combiner les deux ensemble ? Et j'ai envie qu'on fasse un équipage 100% féminin. » Donc c'est un peu Pourquoi c'était plus important de faire un équipage 100% féminin? J'avais envie d'amener un nouveau narratif d'aventure, de rassembler des meufs sur un bateau, parce que je trouve ça rare en fait, d'avoir un espace comme ça, coupé de tout, où on est juste entre nous et on peut débattre des choses. Et d'un point de vue narration, c'est quelque chose de rare. Donc j'ai eu envie de faire ce projet-là. Non pas que les hommes sont totalement bannis de la voile et de ce documentaire, mais en tout cas, je sais pas, c'était un instinct de vouloir faire ça. Et puis j'en ai parlé à Adélaïde et elle m'a dit ok, bah, on peut combiner nos deux projets, le documentaire et l'équipage 100% féminin. Et elle, la COP30, qui est quand même la raison principale pour laquelle on y va, c'est d'aller à ce sommet. Donc ouais, un match parfait. Bien, c'est une belle conclusion ça pour cette interview. Il y a encore 2 questions qui sont les mêmes pour tout le monde. Et celle-là va peut-être être plus difficile pour toi que pour les autres, mais si ta vie était un film, quelle serait la BO? Oh là 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 là, oh, quelle serait la BO? Il y a un album de Supertramp, Breakfast America, un truc comme ça, que j'adore. Grand classique. Voilà, grand classique que je trouve exceptionnel, qui ne vieillit pas avec le temps. Y a des c'est un peu ce que tu voudrais, je te coupe, mais par rapport à ce qu'on disait précédemment, avoir un grand classique musical qui vieillit bien avec le temps, qui est une référence à un point dans l'histoire, c'est peut-être un peu un souhait c'est déguisé. Un lien ultime finalement. Mais oui, je dirais que ce groupe-là me touche, et puis c'est à la fois mélancolique et à la fois très dynamique et joyeux. Donc, Et c'est quel titre de cet album? je ne sais plus. Breakfast America. Ah oui, c'est un titre, parce que je vois que c'était l'album, et il y a peut-être le titre et l'album aussi. Ouais, il y a le titre phare de l'album qui s'appelle Breakfast America, qui est génial, qui est très connu. Et on fait aussi une ellipse dans le temps où finalement c'est ce voyage aux États-Unis qui a fait que... Voilà. Pas mal, oui. pas mal. C'était lié. Et la toute dernière question, qui tu voudrais voir, entendre, écouter dans Raconte à ta place? Il y a un gars que j'adore, qui s'appelle Ferris Barka, qui est un activiste pour la justice climatique et sociale et qui a fondé en France Banlieue Climat. Et je le trouve fou. Il a une histoire de vie dingue, il a un message vraiment hyper fort, il parle super bien. Et
Et il a fondé Banlieue Climat très très jeune et je trouve qu'il a des choses à raconter sur Raconte Média. Donc, C'est quelqu'un que tu connais personnellement? ouais, c'est quelqu'un que j'ai déjà croisé à des événements et à chaque fois il me coupe les mots, quoi. Donc franchement, Ferris Barkas, si vous arrivez à l'avoir, On prend note. un futur président, je dirais même. Carrément. Ouais. Merci Colline BLF. Merci à vous. Raconte, s'écoute, se lit et se regarde.